Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre en place un serveur DNS sous Linux. Par la suite, nous allons transformer ce serveur DNS en serveur DDNS. Donc en fait, on va ni plus ni moins automatiser la mise à jour des enregistrements DNS et faire en sorte que le DHCP puisse communiquer avec le DNS pour justement automatiser un peu les enregistrements DNS. Donc, pour ce laboratoire, on ne part pas de rien. Au dernier cours, en fait, dans le dernier laboratoire, devrais-je dire, vous aviez mis en place une passerelle avec Ubuntu, dans laquelle, c'est ça, on avait programmé une passerelle, on avait fait de la traduction d'adresse, on avait mis en place un DHCP et on vous demandait également de mettre en place deux clients. Dans mon cas, j'utilise Windows 10 pour les deux clients. Donc, aujourd'hui, on vient ajouter à ça un serveur DNS supplémentaire qui éventuellement sera un dynamique DNS, aussi sous Ubuntu. Donc, sans plus tarder, allons-y avec cette mise à jour du laboratoire précédent. Donc, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est importer une nouvelle machine Ubuntu Server dans laquelle on va mettre le rôle de DNS. Pour l'instant, je peux a priori vous montrer un client rapidement, vous montrer qu'on a bel et bien une connexion web derrière notre passerelle et que c'est fonctionnel. Ça va me permettre aussi de vous montrer un peu la configuration IP que j'utilise. Et puis, après ça, on pourra entrer dans le nerf de la guerre avec la mise en place du deuxième serveur. Donc, la session est en train de s'ouvrir automatiquement. OK, donc on voit ici qu'on a déjà une connexion réseau. Je vais dès maintenant lancer mon invite de commande afin d'entrer la commande ipconfig/all. Donc, on voit actuellement que je suis bel et bien sur des adresses IP privées, ce qui veut dire que je suis sur un sous-réseau. Mon adresse IP à moi présentement, c'est 10.104, fournie par ma passerelle Linux qui est 10.1, juste ici, donc cette passerelle-là. Et actuellement, on devrait être en mesure d'aller voir à peu près n'importe quel site web. Donc, si je m'en viens ici, que je tape rds.ca, rapidement, j'ai bel et bien un accès web qui fonctionne. Donc, ça va pour ça. Je vais refermer le client dès maintenant. Ça va me permettre d'économiser les ressources de mon PC pour poursuivre. OK, donc je m'en viens ici. Je vais importer un appareil virtuel. Donc, j'ai déjà un Ubuntu Server de préparé. C'est un serveur qui est relativement générique, donc il n'y a pas grand-chose dessus. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant avec Ubuntu Server, c'est qu'il est possible de prendre deux Ubuntu pratiquement clonés et de les faire travailler ensemble. Pour ça, il va y avoir deux choses à faire. La première, c'est de s'assurer ici de générer des nouvelles MAC adresses. Donc, on ne voudrait pas se retrouver sur un réseau avec des cartes qui possèdent la même adresse MAC. La deuxième chose qui va être importante, c'est de modifier le hostname, donc le nom du serveur en tant que tel. Et puis après ça, dans le fond, dès qu'on a deux machines qui n'ont pas les mêmes hostnames et qui n'ont pas les mêmes adresses MAC, je vous dirais qu'il y a très peu de probabilité d'avoir des problématiques parce qu'on fait travailler les deux machines ensemble. Donc voilà, la voici. On va la renommer. Question d'avoir quelque chose de plus parlant. Donc, disons DNS Ubuntu. Voilà. Donc, l'adresse MAC a déjà été régénérée. Il me reste donc seulement à... Oups, en fait, je viens de penser...
je n'ai pas vérifié le réseau. Donc, je vais immédiatement fermer la machine, éteindre la machine. Donc, le réseau, oui, important de valider que vous êtes bien sûr. Donc, vous voyez, j'étais en accès par pont. Ici, on veut réseau interne et on veut être derrière notre passerelle, donc derrière ce premier serveur-là, tel qu'on l'a présenté sur le schéma. Donc, démarrage numéro 2. OK. Donc, je vais faire quelques tests immédiatement. Donc, premièrement, est-ce que j'ai une connexion Internet fonctionnelle? Oui. Donc, je suis capable de rejoindre google.com tout en étant derrière ma passerelle Ubuntu numéro 1. Donc, si je ramène ça ici, ceci, c'est mon deuxième serveur. Et là, actuellement, j'ai été capable de rejoindre Google en passant directement par la passerelle et donc par le web. Bon, vous, ce sera le web du cégep. Dans mon cas, c'est le web de chez moi, mais ça revient au même. Je passe à travers la passerelle. OK, donc maintenant, on parlait du hostname. Donc, je vais devoir justement aller modifier le hostname de la machine. Deux endroits pour ça. Le premier, c'est le fichier hostname lui-même, donc etc hostname. À l'intérieur de ce fichier-là, on retrouve bien le hostname de la machine. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a modifié ici. Donc DNS Ubuntu, appelons-le comme ça. Donc j'enregistre. Et deuxième fichier à modifier, le fichier host. Donc, ce qui va être important de modifier dans ce fichier-là, c'est les deux lignes qu'on voit présentement. Donc, sur la première, en ce moment, on a localhost. En fait, ici, on va déjà devoir indiquer le nom de la machine complète en incluant le nom de domaine que vous désirez utiliser. Donc, dans mon cas, je veux utiliser DNS Ubuntu. Ça, c'est le nom de la machine. Et le nom du domaine que je veux utiliser tout au long de ce laboratoire-là, ça va être Gabriel.local. Donc, en premier, j'inscris le nom complet. Ensuite, j'inscris le nom de la machine seulement, donc DNS Ubuntu, en laissant un espace entre les deux. Et je mets un espace en terminant avec localhost. Donc, en fait, ici, on vient indiquer tous les noms de la machine. Donc, le nom complet, le nom sans le nom de domaine et un alias supplémentaire qui est localhost, qui signifie ni plus ni moins le nom de notre machine. On va devoir également venir modifier la deuxième ligne pour inscrire DNS Ubuntu, donc le nom de la machine seulement, comme ceci. Donc en fait, au final, ce fichier-là devrait ressembler à peu près à ceci en incluant vos propres informations évidemment. Donc on enregistre le fichier. OK, donc on voit que maintenant il est écrit DNS Ubuntu Login. Donc voilà, le nom d'hôte semble bien avoir été changé. Donc c'est super. On va maintenant valider nos mises à jour. On va faire les mises à jour. Donc sudo apt update et sudo apt upgrade-y.
OK, donc les mises à jour ont été effectuées avec succès, donc bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'ils nous demande également dans le laboratoire, c'est d'effectuer une réservation DHCP pour ce deuxième serveur-là. Donc, en fait, notre passerelle qu'on a vue un peu plus tôt, donc la passerelle juste ici, agit à titre de serveur DHCP également. Donc, on nous demandait d'effectuer une réservation pour ce deuxième serveur-là. Donc, c'est tout à fait logique et je vous dirais que c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire. Un serveur, ça fonctionne 98% du temps avec une adresse IP statique. Donc là, actuellement, si on regarde, on m'a fourni l'adresse 192.168.10.102. Ça, c'est ma passerelle qui m'a fourni cette adresse-là, mais elle me l'a fourni via son DHCP et c'est une adresse donc qui est dite dynamique. Ça veut donc dire que plus tard, je pourrais redémarrer et me retrouver avec une adresse qui n'est pas celle-là. Donc, moi, ce que j'aimerais indiquer à mon serveur DHCP, c'est, hey, peu importe ce qui se passe, je veux constamment avoir l'adresse 192.168.10.2. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller éditer notre fichier DHCP D, donc etc DHCP dhcpd.conf. Et donc, au bas de ce fichier-là, où est-ce que je me trouve déjà, donc je peux vous faire afficher peut-être les numéros de ligne pour que ça vous donne une idée. Donc, je suis autour de la ligne 82. Donc, j'ai joué un peu dans ce fichier-là. Vous allez peut-être retrouver ça dans ces eaux-là, peut-être pas 82 exactement, mais ça va être autour de ce numéro de ligne-là. Donc, j'ai un exemple ici d'adresse fixe. Je vais donc l'utiliser. Évidemment, l'host, ce n'est pas Fantasia. Dans mon cas, ça va être DNS Ubuntu comme ceci. Et donc, ici, on demande l'adresse MAC. Donc, l'adresse MAC, si vous regardez ici dans ma machine DNS, on voit qu'elle est juste ici, là. Donc, regardez ma souris, à droite de ma souris ici, là. Donc, on la voit. C'est 080027. Donc, 27. Il faudrait peut-être que je sélectionne ma fenêtre. 27, 2.4 E BA 00. Comme ceci. Et donc, l'adresse IP que je veux lui donner, ça sera, disons, 192.168.10.2. Donc, ça devrait être fonctionnel. On va enregistrer. On va également redémarrer le service DHCP, question que les changements soient pris en compte. Donc, c'est DHCP Server. On va regarder le statut, s'assurer que tout est beau. Alright, donc ça roule. De ce côté-ci, dans l'autre serveur, juste à côté, on va en fait faire ce qu'on appelle un release. Donc, on va relâcher notre configuration IP actuelle. Donc, sudo dh client -r. Donc, ça devrait relâcher notre configuration IP. Et cette fois-ci, on va faire un DH client tout court. Donc, pour demander de démarrer à nouveau le processus DHCP. Et on devrait se retrouver avec notre adresse, donc qui est 10.2 ici. Donc là, on voit qu'on a deux adresses. C'est quelque chose qui peut arriver de temps en temps. Donc, on a l'ancienne adresse 10.102 et 10.2. On peut essayer de faire encore un release. Donc, sudo dh client -r et dh client de nouveau. De temps en temps, ça règle le problème. Donc, voilà. On se retrouve maintenant seulement avec 192.168.10.2. Donc, cette fois-ci, on a bel et bien une adresse fixe. Donc, peu importe ce que je fais, même si ce serveur-là restait éteint pendant une semaine, du moment que je vais rallumer ce serveur-là, je vais obtenir de nouveau cette
adresse-là, soit 10.2. Donc, l'adresse IP fixe via DHCP, c'est fait. On demandait également d'installer OpenSSH, donc qui est pour se connecter avec la ligne de commande. Je crois bien qu'il est déjà présent. Donc oui, OpenSSH était déjà présent dans mon cas. Vous pouvez toujours l'installer si ce n'est pas votre cas. On demandait également de supprimer UFW et de désinstaller UFW et de supprimer l'ensemble des chaînes qui sont reliées. Donc, l'ensemble des règles qui sont reliées. Donc là, actuellement, si je fais sudo iptable -L majuscule, bon, on voit que j'ai toutes sortes de chaînes, là, vous les voyez, UFW, user, input, track output, j'ai toutes sortes de choses. Donc, ce qu'on veut, c'est supprimer l'ensemble de ça. Là, je vais être très gentil avec vous. Sur github.com, j'ai déposé un script. Bon, le script, en fait, ce qu'il fait pour aller, je vais aller le voir avec vous, là. Donc, github.com. Donc, sur GitHub, j'ai déposé un script que vous allez pouvoir télécharger. Oups, mauvaise place. Attendez un petit peu. OK, donc UFW Remover. Donc, ce script-là ici, vous allez pouvoir le télécharger. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il supprime UFW et non seulement il supprime l'ensemble des règles d'UFW, mais il s'assure ensuite de ça de vous mettre un minimum de règles pour avoir une connexion Internet fonctionnelle. Okay? Autrement dit, il désinstalle UFW et il initialise, disons, iptable avec quelques règles de base pour que vous soyez capable de naviguer sur le web, pour que vous soyez capable de faire des pings vers votre machine. Bref, disons que c'est un très, très bon départ. Par contre, même si vous voulez ce script-là, dépendamment des laboratoires que vous allez avoir à faire, vous allez quand même avoir quelques règles à ajouter et ce sera le cas dans ce laboratoire-ci. Donc, pour télécharger ce script-là, voici le lien ici en haut de l'écran. Donc, sans plus tarder, on va le télécharger. Ça va nous accélérer un peu la tâche. Donc, sudo wget https raw github user content.com GAB UFW /remover, pas slash, que dis-je, trait d'union, main iptable.sh. Donc, oups, j'ai-tu fait une erreur? Je viens de réaliser mon erreur. En fait, il y a un point entre raw. Donc, c'est raw.github-user-content. OK. Donc, j'ai le script. C'est parfait. On va le rendre exécutable. Donc, sudo chmod +x iptable. Le script est exécutable. On fait sudo .iptable.sh. On passe ça. Donc, évidemment, il y a des nouvelles règles qui sont inscrites. Il va nous demander si on veut les enregistrer. On va dire oui. Vous pouvez enregistrer les IPv6 aussi, même s'il n'y en a pas, ça ne change rien. Et bon, il y a un nouveau kernel qui a été downloadé lors de mes mises à jour. Donc, je vais faire un redémarrage. Mais voilà, donc je suis passé à iptable avec ce petit script-là. On va pouvoir aller voir justement les règles là, rapidement qui ont été mises. On va pouvoir les lister. Ça va nous permettre aussi de voir que les règles UFW ne sont plus là. Donc ici, je ouvre ma session. Bon.
OK, donc si je fais sudo iptables-l, donc on voit ici que les règles UFW ont été supprimées, puis on voit aussi qu'on a quelques règles de base qui ont été ajoutées. Donc ces règles-là me permettent, par exemple, de faire mes mises à jour ou de naviguer sur le web, par exemple. Ceci étant dit, on va avoir quelques règles à ajouter de plus pour ce laboratoire-là. Donc, à titre d'exemple, il y a les règles de résolution DNS. Comme notre serveur deviendra un serveur DNS, on va devoir ajouter des règles pour accepter les requêtes DNS. Donc, ces requêtes-là, elles vont être sous forme soit TCP, soit UDP. Donc, on va utiliser les deux, on va autoriser les deux. Donc, c'est en input qu'on va autoriser, par exemple, les paquets UDP à destination du port 53, donc DNS. On va faire la même chose cette fois-ci pour le protocole TCP. Voici. Donc, ça, c'est pour le DNS lui-même. On va également autoriser ce qui est en lien avec le SSH parce que tantôt, on va avoir à transférer un fichier d'un ordinateur à un autre et on va utiliser le protocole qui s'appelle SCP. Ce protocole-là utilise le même port que le SSH. Donc, on va ouvrir à la fois le port pour faire du SSH, comme ça, ben, si jamais vous voulez vous connecter à distance, vous aurez beau. Et puis, ça va nous permettre également de transférer notre fichier tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour en entrée. Et puis, on va également se faire une sortie. Juste 2 petites secondes. Donc, sudo iptables. OK. Donc là, on devrait vraiment avoir pas mal ce qu'il nous faut pour commencer à entrer dans le vif du sujet, soit tout ce qui est DNS. Donc, a priori, ce qu'on va devoir faire, c'est installer les paquets nécessaires. Donc, le serveur DNS sous Debian, s'appelle Bind9. On va installer également Bind9 Utils qui contient certains outils supplémentaires. Et on va également télécharger la documentation. Je n'ai pas l'intention de la regarder avec vous, mais c'est une habitude de toujours la télécharger avec et puis ça peut s'avérer pratique dans le cas où on aurait des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Deuxième étape, ça va être d'aller modifier le fichier des options du serveur DNS, puisqu'on va lui indiquer qu'on va travailler seulement avec de l'IPv4. Donc, ce fichier-là, c'est etc default named. Donc, name, en fait, vous allez souvent voir ça, name. Name, c'est également ce qui réfère à bind. Je pense qu'il y a eu une époque où est-ce que ça s'appelait pas bind, ça s'appelait name, ou en tout cas vice-versa. Ce qui fait que parfois, on a un peu des deux noms mélangés ensemble, comme dans ce cas-ci. Donc ici, on va venir dans les options. On va tout simplement ajouter espace -4 pour indiquer qu'on veut travailler en IPv4. On enregistre comme ceci. Et puis voilà.
Donc, à partir d'ici, les premières étapes, ben, ça va surtout être de faire en sorte qu'on ait un serveur DNS fonctionnel. Donc, ensuite de ça, une fois qu'on a un serveur DNS fonctionnel, ben, on pourra se concentrer sur le rendre dynamique. Donc, on va aller modifier les options du service lui-même. Donc là, en fait, on a changé, disons, les options par défaut. Maintenant, il y a des options qui ne sont pas nécessairement des options par défaut qu'on peut modifier. Donc, on va effectivement aller éditer le fichier etc bind named.conf.option. Donc, il y a plusieurs lignes de commentaires dans ce fichier-là. Et en fait, ben, je ne sais pas si vous avez du même avec moi, mais je les trouve un peu dans les jambes parce qu'ils sont vraiment dans le milieu du fichier. Donc, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est supprimer ces lignes-là de commentaires ici dont on n'a pas besoin, sauf la portion forwarder que je vais garder parce que je vais la réutiliser. Donc, je supprime tout ça ici, même des DNSSEC Validation, vous pouvez la supprimer, on ne l'utilisera pas. Et ici, on peut supprimer Listen on V6 qui est réservé à l'IPv6. Donc, maintenant, on a certains éléments à mettre en place. Premier élément, on va aller au-dessus de Options ici et on va faire ce qu'on appelle une ACL. Donc, une ACL, c'est une Access List. Une Access List, ça sert à quoi? Bien, ça sert ni plus ni moins à restreindre ou à mettre des autorisations en place. Ici, ce qu'on veut faire, c'est autoriser seulement notre sous-réseau à effectuer des modifications ou des changements. Non, c'est pas vrai, je réitère. En fait, ici, ce qu'on veut, c'est autoriser seulement notre sous-réseau à communiquer et interagir avec notre serveur DNS. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 192.168.10.0, donc notre sous-réseau, /24, comme ceci. Donc ici, en fait, le local, c'est le nom que je donne à mon ACL. J'aurais pu très bien l'appeler Gab comme ceci et ça fonctionne très bien. Au final, quand je vais référer à cet ACL-là, ben, je me trouve à référer au sous-réseau 192.168.10.0/24. Maintenant, au niveau des options, on a un répertoire qui va servir de cache. Donc ça, on n'y touchera pas, on va le laisser tel quel. Maintenant, on va venir modifier tout ce qui est en lien avec les forwarders. Donc, les forwarders, c'est ce qu'on appelle des redirecteurs en français. Les redirecteurs, en fait, ils servent à indiquer où on va rediriger les requêtes dans le cas où notre serveur ne serait pas capable d'y répondre. Dans quel cas notre serveur ne sera pas capable d'y répondre? Ça va être dans le cas, par exemple, où est-ce qu'on va l'interroger sur des noms de domaine pour lesquels il n'est pas responsable. Donc, notre serveur, on va lui donner un nom de domaine tantôt, et ce sera le nom de domaine pour lequel il est le responsable, le gestionnaire. Par contre, tous les autres noms de domaine pour lesquels il n'est pas responsable, ben, il faut lui indiquer qu'est-ce qu'il doit faire avec. Donc, on va lui dire, ben, redirige tout simplement ces requêtes-là vers des serveurs DNS qui sauront quoi faire avec. Ces serveurs DNS-là, ben, ce sera les serveurs, par exemple, de Google, serveurs DNS publics, tels que Google, ou il y en existe d'autres, là, je crois, OpenDNS et autres DNS publics du genre. Donc, pour ma part, j'ai mis les deux DNS publics de Google, ce qui va faire en sorte que les requêtes auxquelles mon serveur ne sera pas capable de répondre vont être dirigées à cet endroit-là. Maintenant, on aura d'autres options à mettre. On va autoriser, par exemple, la récursivité. Donc, la récursivité va faire en sorte que notre serveur va être en mesure de prendre une requête et de s'assurer d'aller voir toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans la résolution de cette requête-là. On va l'autoriser, mais on va l'autoriser seulement pour notre ACL, donc c'est-à-dire notre réseau local. Donc, allow recursion, pardon, non pas ACL, pardon, j'ai appelé mon ACL Gab, donc vous aurez compris que vous devez mettre le nom de votre ACL à vous ici. Ensuite de ça, autre option, on va lui dire sur quelle interface il doit attendre les requêtes DNS. Donc, on lui dit ici, ben, tu vas recevoir les requêtes DNS sur
ton adresse 522.168.10.2. Donc, on lui indique ceci. Oups, mauvais crochet. Ici, j'ai mis les crochets inverses. Et finalement, on va lui indiquer qu'on n'accepte pas le transfert de zone. Donc, les transferts de zone, c'est quelque chose qui peut se faire entre différents serveurs DNS. Dans le cas, par exemple, où vous en avez plusieurs pour une même zone. Sauf que ici, on n'en a qu'un seul. Donc, on n'autorisera pas les transferts puisque si un transfert est demandé, c'est qu'il y a anguille sous roche, tout simplement. Donc, j'enregistre ce fichier-là comme ceci et on va poursuivre. On va poursuivre en faisant une première vérification. Donc, en fait, avec Bind, il y a certains utilitaires, hein, on les a téléchargés d'ailleurs, qui nous permettent de vérifier nos configurations avant même d'aller plus loin. Donc, c'est ce qu'on va faire ici en appelant l'utilitaire checkconf. Donc, sudo name checkconf. Et on va indiquer le fichier à vérifier, donc le fichier qu'on vient de modifier en l'occurrence, donc name.conf.option. Si la commande ne retourne rien, bien, félicitations, vous avez bien configuré votre fichier et vous n'avez pas fait d'erreur typographique, ce qui peut vraiment facilement, aisément se créer là-dedans. Donc, la prochaine étape, en fait, ça va être d'indiquer à notre serveur DNS où se trouvent ces fichiers de zone. Donc, on aura deux zones à créer pour notre DNS, une zone de recherche directe et une zone de recherche inverse. Pour rappel, la zone de recherche directe s'occupe de traduire les noms de domaine en adresse IP. La zone de recherche inverse, bien, vous l'aurez compris, s'assure de traduire les adresses IP en noms. Donc, on a donc un endroit spécifique où on va indiquer à Bind où sont ces fichiers relatifs aux zones. Ce fichier-là, c'est etc bind name.conf.local. Donc, le fichier n'est pas vide, vous allez vous en rendre compte. Cependant, il y a beaucoup de moins de commentaires dans celui-ci, ce qui fait qu'on peut, pour ma part, je me contente de les ignorer. Donc ici, on va déclarer deux zones précises. La zone de recherche directe, donc ici, on peut même indiquer en commentaire zone de recherche directe. Et puis, on va déclarer notre zone, donc zone gabriel.local en ce qui me concerne. Vous pouvez, en fait, ici, il faudra vous créer un nom de domaine. Quand je dis créer un nom de domaine, je veux simplement dire en choisir un. Donc, vous pouvez choisir à peu près n'importe quel nom de domaine en autant que ce nom de domaine-là n'existe pas sur le web. Donc, vous ne pouvez pas décider, par exemple, de prendre Microsoft.com. En fait, vous pourriez, mais ça créerait beaucoup de problèmes. Donc, essayez donc d'utiliser un nom qui n'est pas utilisé sur le web. Donc, pour ma part, j'ai choisi gabriel.local et si vous voulez suivre mon exemple, ben, je vous recommande d'utiliser tout simplement votre prénom.local. Ensuite, on va indiquer que cette zone-là, c'est une zone principale. Donc, une zone principale, ça veut dire que c'est la zone sur laquelle on a le contrôle. C'est sur cette zone-là qu'on va effectuer des modifications. Il existe d'autres types de zones, des zones secondaires, qui sont ni plus ni moins que des copies des zones principales. Les zones secondaires, généralement, sont seulement hébergées pour faciliter le trafic sur le web et désengorger un serveur DNS principal. Mais dans notre cas, on est sur un tout petit réseau, donc on n'aura pas besoin de ça et on peut se contenter de créer une zone principale seulement. Donc maintenant, il nous reste à indiquer où se trouve le fichier qui contiendra les enregistrements de la zone. Donc une zone, ça contient quoi? Ça contient des enregistrements. Donc des enregistrements qui vont nous permettre de traduire justement les noms DNS en IP et vice-versa. Et donc, on indique ici où se trouvent ces fichiers-là. Bon, ces fichiers-là, pour le moment, ils ne sont pas créés. Faites-vous-en pas, on va les créer dans quelques petites minutes. Mais ça nous permet justement d'indiquer ici où on va les créer. Donc, n'oubliez pas de terminer avec des points-virgules. Ici aussi d'ailleurs, comme ceci. On va déclarer notre zone de recherche inverse. Donc, si je peux faire zone, voyons,
zone de recherche inverse, comme ceci. On déclare la zone, et les zones de recherche inverse doivent porter des noms particuliers et c'est obligatoire malheureusement. Je dis malheureusement parce que ces noms-là sont loin d'être beaux, disons ça comme ça. En fait, c'est ça. Donc, on est obligé, en fait, d'appeler le nom d'une zone de recherche inverse par le sous-réseau qu'elle gère, .in-addr.arpa. Donc, .arpa, finalement, vous aurez compris que c'est un leg de l'ARPANET, donc des débuts d'Internet, pour vous dire comment ça date de loin. Là aussi, ce sera une zone de recherche principale et on va également indiquer le fichier, donc le fichier qui sera dans approximativement le même endroit, etc bind zone et cette fois-ci, on va l'appeler db.192.168.10 comme ceci, point virgule. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce fichier-là, en fait, qui indique ni plus ni moins où se trouvent les zones et quel type de zone on est en train de gérer. Donc, en parlant des zones, ben justement, on va aller les créer. On va créer les fichiers pour lesquels on vient de rentrer les configurations. La première des choses à faire, ce sera de créer le dossier zone. Donc, sudo mkdir -p. Le -p me permet seulement de m'assurer que la structure sera créée au complet, advenant qu'il manque des dossiers là-dedans. Donc, sudo mkdir -p etc bind zone au pluriel. Donc, maintenant, pour les zones, on ne partira pas d'un fichier vide. Lorsque vous avez installé bind, en fait, sans vous en rendre compte, vous avez également téléchargé des fichiers d'exemple. Ces fichiers d'exemple-là sont très pratiques. Justement, elles vont nous permettre de créer dans le fond, disons, des modèles sur lesquels on va se baser pour faire nos propres zones personnelles. Donc, on va procéder et copier les fichiers exemples. Donc, cd, pas cd, cp, pardon, etc, bind. Et on va chercher le fichier exemple db.local qu'on va copier dans etc, bind, le dossier zone qu'on vient de créer. Et on va renommer ce fichier-là en db.gabriel.local. On va faire la même chose pour le fichier exemple inverse, donc db.127, qu'on va envoyer ici, mais qu'on va appeler db.192.168.10. On va donc aller éditer nos fichiers de zone respectifs. Commençons donc avec la zone de recherche directe. Donc, etc bind zone db.gabriel.local. OK, donc évidemment, ici, ben, c'est un fichier exemple. On va avoir beaucoup de choses à modifier. Pour commencer, je dirais la première ligne de commentaire ici. Donc, vous pouvez tout simplement indiquer, par exemple, fichier de zone de recherche directe pour le domaine gabriel.local, dans mon cas. OK, donc ensuite de ça, prochaine chose à modifier, ça va être la ligne SOA. Donc, la ligne SOA, c'est Start of Authority. Donc, en fait, cette ligne-là est un peu spéciale. Elle sert un peu à, si on veut, initialiser, disons, la zone de recherche. Donc, ici, au lieu de localhost, on va venir entrer notre domaine. Donc, dans mon cas ici, ça sera... Excusez, j'ai accroché une touche. Dans mon cas ici, ça sera gabriel.local.
Vous pouvez laisser root ici, donc comme étant, si vous voulez, l'administrateur, mais on va changer ici pour gabriel.local. Au niveau du serial, donc ce numéro-là, il est à incrémenter à chaque fois qu'il y a une modification dans le fichier. Ça nous permet en fait de suivre justement les modifications. Donc ici, on passe à 3. Ensuite, au niveau des enregistrements, on va avoir certains enregistrements importants. Donc, les enregistrements qui commencent par un A commercial, c'est des enregistrements qui vont concerner notre serveur lui-même. Donc ici, A commercial, enregistrement, ici NS, de type NS, c'est l'enregistrement name server. C'est lui qui va définir les enregistrements qui va contenir les adresses IP des serveurs qui vont pouvoir gérer cette zone-là. Donc ici, évidemment, je vais devoir entrer le nom de domaine de mon serveur. Donc DNS ubuntu.gabriel.local. Juste en dessous, on va avoir également un enregistrement de type A commercial qui va spécifier l'adresse IP de ce serveur-là, qui est DNS Ubuntu Gabriel.local. Donc 192.168.10.1. Et on a également un enregistrement de type régulier à faire pour notre serveur. Donc, on enlève le A commercial. Ici, on va marquer DNS Ubuntu. C'est un enregistrement, donc IN, un enregistrement de type régulier, donc IPv4. Et ici, on va mettre 192.168.10.1. Maintenant, on aura des, que dis-je, pas .1, .2, notre DNS Ubuntu. Ici aussi, .2, donc excusez mes petites erreurs. Ensuite, on a un enregistrement standard à faire pour notre passerelle, donc UB Server. Donc, c'est un enregistrement de type A. Et cette fois-ci, ce sera 192.168.10.1. On va également créer des enregistrements pour nos clients. Donc, Windows 10, client A. C'est un enregistrement de type A. On va lui donner l'adresse .100. Windows 10, client B. Enregistrement de type A. Et cette fois-ci, je vais lui donner .101. Donc, comprenez-vous l'intérêt d'automatiser ce processus-là? Imaginez, là, j'ai juste fait 2 clients. Imaginez si j'avais un organisme avec 100 ordinateurs dedans, voire 500 ordinateurs. Imaginez faire des enregistrements DNS comme ça manuellement. Ça n'aurait aucun sens. Donc, on va aller éditer maintenant notre zone de recherche inverse. Donc, on va enregistrer ici. Et on va aller modifier db.192.168.10. Donc là encore, plusieurs modifications à faire, à commencer par la ligne haut du fichier, donc où on va donner une brève description. Donc, fichier de zone de recherche inverse pour le sous-réseau 192.168.10.0. On a encore une fois la ligne SOA à modifier. Donc ici, on va venir indiquer notre serveur de résolution de nom. Donc DNS Ubuntu.gabriel.local. Vous pouvez laisser encore root, mais on va changer localhost, évidemment. .gabriel.local. On incrémente ici de 1 et on arrive aux enregistrements. Donc, premier enregistrement à créer, ce sera l'enregistrement pour le serveur. Donc ici, on va mettre simplement DNS Ubuntu. Ensuite, on rentre dans les enregistrements plutôt standards déjà. Donc ici, l'adresse qui va se terminer par 2, donc de type PTR, ça sera l'adresse de notre DNS Ubuntu
.gabriel.local. L'adresse qui se terminera par 1 de type PTR, ce sera ubserver.gabriel.local. On a nos clients. Donc, tantôt, on a dit qu'on donnait l'adresse 100 à notre client. Oups, petite erreur ici. Notre client Windows 10 client A.gabriel.local. Notre adresse 101 à Windows 10 client B.gabriel.local. OK. Donc, ça conclut pour nos fichiers de zone. Maintenant, en fait, on serait rendu pas mal à aller s'assurer que toute notre configuration est bonne. Donc, on peut commencer par faire en fait un check conf. On en a fait un tantôt sur un fichier spécifique, mais cette fois-ci, on va le faire un petit peu plus de manière générale. Donc, sudo name check conf. Si on n'a pas de retour, ça veut dire que tout est beau. On peut également aller valider nos zones. Donc, sudo name check zone. Et là, ben, on va rentrer nos deux zones. Donc, la première, gabriel.local. Et on doit spécifier le fichier de zone. Donc, tc bind zone db.gabriel.local. On a une réponse OK, donc ça va. Et on va valider notre zone inverse. Donc ici, la zone 10.168.52.in-addr ARPA. Donc db.192. C'est valide aussi. Donc, on va redémarrer notre serveur DNS et on va faire nos premiers tests. Donc, system control restart name. On va aller voir le statut pour s'assurer que tout est beau. Ça va. OK, donc on va aller voir un client, mettons un Windows 10 client A. OK, donc premièrement, ben, on voit qu'on a une connexion Internet, donc on se doute que notre DNS fonctionne. Si on ouvre ça ici et qu'on essaie de joindre un site web, disons youtube.com, c'est fonctionnel. Donc ça, c'est déjà un premier bon signe. Ensuite, on va aller voir dans CMD. On va essayer de faire des interrogations DNS. Donc, NSLOOKUP, on va demander par exemple qui est ubserver.gabriel.local. Donc, on a une réponse ici de la part de dnsubuntu.gabriel.local qui nous dit que ubserver.gabriel.local, ça correspond à 192.168.10.1. Donc ça, c'est bon, ça fonctionne, c'est génial. Si je fais un ipconfig ici, on voit que moi, j'ai l'adresse .104. Or, on se souvient que Windows 10 client A, dans mon enregistrement DNS, dans ma zone de recherche, donc si je viens ici, je viens voir ma zone de recherche, Windows 10 client A, elle avait mis l'adresse .100. Donc, ça, c'est en fait, c'est un très bel exemple de tout pourquoi l'intérêt de rendre le DNS dynamique. Un DNS statique comme là ne fera pas la mise à jour de cette adresse-là.
Par contre, un dynamique va s'apercevoir que ce n'est pas la bonne adresse et va systématiquement aller inscrire la nouvelle adresse 10.104. Donc, c'est ce qui permet de faire une mise à jour des enregistrements automatiques. Je ne le ferai pas manuellement pour l'instant parce que tantôt, justement, on va le voir à l'œuvre et je vais laisser ça tel quel. Donc ici, je vais juste quitter. OK, donc on voit qu'on a un serveur DNS qui répond, ça va. Maintenant, on serait rendu à la portion de faire en sorte que notre serveur DNS soit dynamique. Donc, je vais refermer ce client-là et on va devoir aller faire de nouvelles modifications. Pour rendre notre serveur DNS dynamique, on va avoir plusieurs étapes à faire. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est retourner dans notre fichier de configuration locale du DNS. Parce qu'en effet, là, on va avoir plusieurs choses à aller ajouter. Donc, pour ça, on va dans etc named et on s'en va voir le fichier de configuration locale. Donc, non, c'est pas vrai, etc bind, pardon, et name.conf.local. Donc, ce fichier-là, il y avait déjà touché, mais là, on va devoir ajouter des éléments relativement importants. Premier élément à ajouter, qu'on va ajouter en haut du fichier, à peu près ici, ça va être d'inclure ce qu'on va appeler une clé de chiffrement, en fait. Cette clé de chiffrement-là, elle existe déjà. Lorsque vous téléchargez Bind, Bind en génère une automatiquement. Donc, elle est déjà présente, elle existe déjà. Il faut simplement spécifier à Bind qui va devoir l'utiliser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit include, donc inclus, et on va aller indiquer le chemin vers cette fameuse clé-là qui est dans etc bind, et le nom de la clé, c'est rndc.key. D'ailleurs, si vous allez vérifier cette ligne-là, pas cette ligne-là, mais ce fichier-là existe déjà, comme je vous dis. Donc, cette clé de chiffrement-là, elle existe déjà. Maintenant, vous vous souvenez également que tantôt, on a spécifié l'endroit juste ici, là, etc, bind, zone, blablabla. On a spécifié l'endroit, un endroit pour nos fichiers de zone, sauf que cet endroit-là, il est réservé à bind. Donc, c'est-à-dire que notre serveur DHCP ne pourra pas se connecter sur le serveur DNS et aller modifier nos fichiers de zone s'ils se trouvent dans cet endroit-là. Ce qu'on va devoir faire, c'est modifier l'emplacement de ces fichiers-là afin que, dans le fond, les mises à jour automatiques puissent se faire. Donc, ici, au lieu de mettre db.gabriel.local dans etc bind zone, on va plutôt les mettre dans var lib bind zone et on va laisser le nom du fichier tel quel. Donc, on va faire ça évidemment pour la zone de recherche directe, mais on va devoir faire ça également pour la zone de recherche inverse. Donc, var lib bind zone blablabla. Évidemment, de changer le nom là, ça ne fera pas en sorte que le fichier va changer de place. On va devoir aller par la suite changer les fichiers de place réellement pour que le tout fonctionne. On va avoir également une politique de mise à jour à inscrire dans chacune de nos zones, pour chacune de nos zones. Donc ici, dans la zone gabriel.local, je vais venir ajouter update policy pour mentionner qu'il va y avoir des mises à jour qui vont se faire de manière automatique. Et je vais venir mettre le tout entre crochets comme ça, en n'oubliant pas mes fameux points-virgules. Ici, ce qu'on va indiquer, c'est que on va autoriser la personne possédant la RNDC key, donc la personne possédant la clé, à faire des modifications sur les sous-domaines s'il y en a. Par exemple, si ça me tentait de créer, pas gabriel.local, mais si ça me tentait de créer par exemple, québec.gabriel.local, donc on pourrait effectuer des changements là-dessus.
On veut également modifier les enregistrements de type A, donc les enregistrements standards de nom. Les enregistrements TXT, on pourrait les mettre, mais en fait, on les met, mais concrètement, à l'heure actuelle, on n'en a pas. Mais si éventuellement j'en mettais, je pourrais les modifier. Et on va également autoriser les enregistrements de type DHCID. Donc, ces enregistrements DHCID, on n'en a pas parlé réellement, mais concrètement, c'est quoi? C'est l'enregistrement qui va indiquer l'adresse du serveur DHCP. Donc, advenant que le serveur DHCP change d'adresse, ce qui est assez rare, ou advenant qu'il y ait une modification quelconque au niveau DHCP, mais ça serait pris en compte directement. On va devoir inscrire cette politique de mise à jour-là à peu près pareil pour notre zone de recherche inverse. Donc, Update Policy. Mais évidemment, vous aurez compris que les enregistrements ne seront pas tout à fait les mêmes. Ce ne sera pas des enregistrements de type A, puisque les enregistrements de type A, ben, c'est de la zone de recherche directe. Donc, on autorise encore celui qui a accès à la RNDC Key à modifier sous-domaine, encore une fois, les enregistrements de type PTR, donc l'inverse de l'enregistrement A, les enregistrements TXT, et encore une fois, les DHCID, comme ceci. Ici, j'ai un caractère qui s'est glissé. Donc, c'est ce qui complète pas mal les modifications qu'on avait à faire au niveau des configurations locales du serveur DNS. Donc, on va enregistrer et on va faire une vérification aussi du fichier. Donc, on va faire un check-conf comme ceci. Donc, ça semble passer, j'ai rien oublié, c'est super. Maintenant, je vous dis depuis tantôt, en fait, dans la politique de mise à jour, je vous ai dit, ben, tu sais, on autorise celui qui a la RNDC clé. Sauf que là, notre serveur DHCP, lui, il n'a pas accès à cette clé-là. Là. On doit trouver un moyen de lui transmettre. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger dans ETC bind. On va confirmer que la clé est bien là. Donc, on voit ici, juste en haut de zone, vous voyez rndc.key. Donc ça, on doit trouver un moyen de l'envoyer à notre DHCP. Pour faire ça, on va utiliser un protocole qui s'appelle le SCP. C'est un protocole de transfert de fichiers réseau. Et ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il est déjà, tout est en place en fait dans Ubuntu pour utiliser ce protocole-là de base. Donc déjà, ce que je vais faire sudo scp. Le fichier que je vais envoyer, c'est rndc.key. Et ben, je vais l'envoyer à l'aide de l'utilisateur Gabriel sur ubserver.gabriel.local et je veux l'envoyer dans Home Gabriel. On va me demander d'autoriser le certificat de chiffrement pour envoyer des données chiffrées. Je vais dire oui. On me demande le mot de passe de l'utilisateur Gabriel sur l'autre serveur. Je rentre le mot de passe. Et voilà, la clé est envoyée. Donc, si je m'en viens sur mon serveur DHCP, je fais ls. Eh bien oui, on voit qu'on a bien RNDC Key qui est là. Maintenant, ben, on va déplacer cette clé-là ailleurs dans l'ordinateur parce qu'on doit mettre cette clé-là à un endroit précis pour que le serveur DHCP puisse l'utiliser. Donc, on va déplacer la clé avec sudo mv rndc key et on va l'envoyer dans etc dhcp ddns keys et on va garder le même nom, donc rndc.key. On déplace le tout, mais ce n'est pas tout de déplacer les éléments. Ici, ça va être aussi d'aller donner les bons droits sur cette clé-là, en fait, parce que là, comme elle vient d'un autre ordinateur, ben, il faudra lui donner les droits correspondants. Donc, malheureusement, le dossier etc dhcp ddns keys, il n'est pas accessible à tout le monde. Donc, on va passer en route. Donc, sudo-i.
Je suis présentement en route. Je me déplace dans ETC, DHCP et DDNS Keys. LS, on voit que mon RNDC key est là, il a bel et bien été déplacé. Je vais faire ls-l et là on voit que la RNDC key, présentement, il n'y a pas beaucoup de droits et le propriétaire est en ce moment Gabriel. En fait, que le propriétaire soit Gabriel, ce n'est pas tant un problème. C'est juste que la RNDC key, elle doit être lisible par le service DHCP. Le service DHCP utilise un utilisateur qui s'appelle DHCPD. Et là, actuellement, cet utilisateur-là n'a absolument aucun droit. Donc, on va modifier ça un peu. Donc, on va modifier, premièrement, propriétaire, groupe propriétaire. Donc, on va mettre root, puis comme propriétaire et DHCPD comme groupe propriétaire sur RNDC. Donc, ça, c'est le premier élément à faire. Ensuite, on va mettre tous les droits à route et droits de lecture exécution à DHCPD, puis rien aux autres, puisque c'est quand même une clé de chiffrement. Donc, on ne veut pas que ce soit n'importe qui ait accès à ça. Donc, chmod 750 RNDC. Donc, voilà, on a ajusté les droits là-dessus. C'est fantastique. Maintenant, je sors du compte route et je repasse en mode Gabriel régulier. De l'autre côté, je me rends compte qu'on est en train d'oublier de modifier, en fait, de changer nos fichiers de zone. Donc, vous vous souvenez, dans notre DNS, on a modifié l'emplacement. On a dit, on va changer ça, on va mettre ça dans var lib. Sauf qu'on n'a pas modifié l'emplacement, donc notre dossier zone est encore ici. Il va falloir le déplacer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le dossier zone au grand complet et on l'envoie dans var lib bind zone. Donc, notre dossier zone n'est plus là. Bonne nouvelle. On va aller voir dans var lib bind. Il est présentement là. Donc ça, c'est super. Le problème, c'est que là, actuellement, bind, si vous regardez au niveau des droits, root a tous les droits. Et puis, bind, actuellement, n'a pas les droits d'écriture. Donc, ça va s'avérer être un problème puisque lorsque bind va vouloir faire les mises à jour automatiques, il va avoir besoin d'écrire et dans les fichiers, mais également il va créer des fichiers journaux. Donc là, on va devoir ajouter le droit de lecture au groupe. Donc sudo chmod. Le groupe, on veut ajouter le droit d'écriture sur zone. ls-l. Donc voilà, ça c'est beaucoup mieux comme ça. Donc au niveau des droits, c'est pas mal réglé. Maintenant, on va retourner au DHCP. Donc dans le DHCP, on va également avoir une modification, vous l'aurez compris, du fichier principal, donc dhcpd.conf à faire. Donc allons-y. On s'en vient ici, sudo vim etc dhcp dhcpd.conf. OK, donc on va monter ici. La plupart de nos modifications vont se faire à partir d'ici. Donc DDNS Update Style, on va passer ça de None à Standard. Donc dorénavant, il va y avoir des mises à jour de type dynamique. Donc ça, c'est la première chose à modifier. Ensuite, on va indiquer les mises à jour concernent quel domaine. Donc DDNS, trait d'union, domaine, name. Donc j'inscris mon nom de domaine, gabriel.local en ce qui me concerne.
On va indiquer également la zone de recherche inverse, donc DDNS reverse, domaine name, donc qui va être in addr.arpa. Donc, si jamais, le fait que je laisse seulement in addr.arpa, ça fait en sorte, j'ai oublié de mettre un point final ici, ça fait en sorte que si jamais je change ma plage d'adressage, ben, il n'y aura pas de problème, là, puisque toutes les zones de recherche inverse se terminent par in addr arpa. Donc, ensuite, on va autoriser donc allow client updates. Donc, on autorise la mise à jour des clients. On va également autoriser le forwarding. Donc, le forwarding, en fait, lorsque les updates se font directement, bon, je reformule. Admettons que mon serveur DNS et DHCP avait été dans le même serveur, j'aurais pas eu à faire du forward. Mais là, comme c'est dans deux ordinateurs distincts, dans deux serveurs distincts, j'ai pas le choix de forwarder les demandes de mise à jour vers un autre serveur. C'est pour ça qu'il faut les mettre à on. Update Optimization. Donc ça, on va les mettre à... en fait, ouais, je peux bien les mettre à on. En fait, l'optimisation des mises à jour, ce que ça va faire, c'est... comment je pourrais vous expliquer ça? Ça va mettre à jour les adresses DNS seulement où est-ce que seulement quand il va y avoir un changement au bail. Donc au bail, ça peut être un renouvellement, ça peut être une fin de bail, ça peut être un nouveau bail. Donc en fait, c'est seulement là que les updates vont se faire. Qu'est-ce que ça fait si on les met à off, si on met les mises à jour optimisées à off? C'est juste qu'il va y avoir plus de mises à jour, puis plus de mises à jour, ben, ça va tout simplement engendrer plus de trafic sur le réseau. Donc concrètement, pour nous, c'est un petit réseau de laboratoire, ça ne changerait pas grand-chose. Mais dans la vraie vie, on essaie toujours de minimiser le trafic inutile sur un réseau. Donc ici, pour la détection de conflits, en fait, c'est très utile lorsque un autre, par exemple, un ordinateur peut avoir deux cartes réseau, mais un seul nom. Donc, prenons l'exemple d'un laptop qui a une carte réseau sans fil et une carte réseau filaire. Ben, il n'y aura pas deux noms, ce laptop-là. Il va en avoir juste un. Sauf que comme il y a deux cartes réseau, il faut détecter que c'est le même ordinateur. Donc, ça peut être très pratique. Ensuite, bon, on va être rendu à indiquer qu'on veut, en fait, on va être rendu à lui indiquer la clé pour effectuer les mises à jour. Donc, un include, encore une fois. On va chercher dans DHCP des DNS keys et on indique rndc.key qui est notre clé, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va devoir indiquer les zones DNS pour lesquelles on veut faire des mises à jour. Donc, la zone de recherche directe pour commencer. Donc, zone gabriel.local. Donc, on veut effectuer les mises à jour sur la zone de recherche principale, la zone de recherche directe principale. Et cette zone de recherche principale-là, elle est sur le serveur qui se termine par 10.2. Et pour effectuer les modifications, on va avoir besoin de cette clé-là. Voilà. On fait la même chose pour zone de recherche inverse. Donc, zone 10.168, oups, .192.in addr.rpa. Donc, le serveur principal, c'est 192.168.10.2. Et encore une fois, on indique la clé pour effectuer les mises à jour.
Voilà. Donc, on a pas mal terminé. On va être rendu à redémarrer nos services, les deux. Donc, sudo system control restart notre DHCP ici. On va faire la même chose avec notre DNS. On s'assure que tout est bien démarré. Ça roule. Ça roule. OK, donc démarrons notre client A et observons. OK, donc ben, on a toujours du réseau. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, à ce niveau-là, c'est fantastique. Par contre, on va venir voir sur nos machines ici. Qu'est-ce que je veux venir voir? Je vais aller voir les logs plus précisément, donc les journaux, donc de ce qui se passe au niveau de mes services. Donc, pour le DHCP, je vais aller voir journal CTL, donc control. Et ce que je veux, c'est les journaux concernant ISC DHCP server. Et je vais mettre tail parce que je veux la fin des journaux. Donc ici, on voit qu'il se passe des choses là. Donc on a un nouveau DHCP, donc un byte DHCP qui s'est créé ici. Donc 192.168.10.104. Donc ça s'est créé. Maintenant, si je m'en viens voir ici les journaux de l'autre côté, journal CTL-U, on veut les journaux de name et on veut la fin, donc tel. Regardons. Donc, il n'y a rien de particulier qui s'est passé pour l'instant. Pourquoi qu'il n'y a rien de particulier qui s'est passé? Parce qu'on a dit que, vous vous en souvenez tantôt, dans la configuration, on a dit que ça allait se passer au niveau des baux. Donc, quand il allait avoir la fin d'un bail ou le renouvellement d'un bail, c'est là qu'il allait se passer, en fait, une mise à jour DNS. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va éteindre ce client-là, puis on va démarrer l'autre maintenant. On va aller démarrer Windows 10 client B, qui lui n'a pas eu de bail DHCP, soi-disant passant, depuis le début. Donc, on va le démarrer, puis on va voir ce qui va se passer. OK, donc là, on a du réseau. Ici, ben là, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Regardez à la fin, à la toute dernière ligne, là. Forward map from Windows 10 client B.gabriel.local to 192.168.10.103. Et là, ça me dit que ça fait. A few moments later. Bon, le problème était finalement en lien avec la détection de conflit. Donc, je ne sais pas si c'est parce que le serveur DHCP n'a pas aimé, je ne sais pas si c'est parce qu'il a reconnu la machine, puis finalement, enfin bref, aussitôt que j'ai mis la détection de conflit à off, tout a passé. Donc, si jamais vous avez le même problème dans votre laboratoire, dans votre DHCP, mettez le Update Conflict Detection à off et redémarrer le service. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai renouvelé une MAC adresse encore. Et cette fois-ci, quand on vient voir les journaux, ben, on voit ici, là, vous voyez, Add a new forward map from Windows 10 client to
192.168.10.106. Donc, ça, c'est des enregistrements qui sont en train d'être créés. Okay? Où ces enregistrements-là sont créés? Ils sont créés dans var lib bind zone. Vous voyez que on a nos fichiers de zone, mais on a des fichiers .jnl. Donc, ces .jnl-là, ce sont des fichiers journaux. Okay? Ils vont être là tant et aussi longtemps. En fait, ces fichiers journaux-là agissent un peu à titre de tampon. Donc, votre nouvelle adresse IP, elle est là temporairement, mais elle va être éventuellement transférée dans le fichier de zone véritable. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que si je démarre, par exemple, Windows W10 client B, on va voir que je vais être capable d'interroger le serveur DNS en faisant DNS lookup et je vais toujours avoir la bonne adresse IP. Okay? Il n'y aura pas de conflit, que dis-je, pas des conflits, là, mais il n'y aura pas de, de mauvaise direction, c'est-à-dire. Donc ici, si je m'en viens ouvrir une ligne de commande, puis que là, en fait, ici, j'ai Windows 10 client B, mais si je fais NSLOOKUP et Windows 10 client B, là, souvenez-vous, j'ai supprimé son enregistrement dans le DNS. Là. Donc, il n'existait complètement pas. Donc, si je fais NSLOOKUP et que je fais Windows 10 client B.gabriel.local, bien, automatiquement, j'ai la bonne adresse ici qui est 107. Et à la base, cet ordinateur-là n'avait pas d'enregistrement dans le DNS. Donc, cet enregistrement-là vient tout juste de se créer. Okay? Donc, à l'heure actuelle, si je m'en viens ici et que je fais ipconfig, je suis convaincu que j'ai l'adresse 107 qui correspond. Ça fait en sorte que si je fais, là, je ne sais pas de quoi ont l'air les pare-feux, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait, je vais autoriser les pings tout simplement dans le pare-feu. Donc, règle de trafic ici. Donc, autoriser, activer, activer. Puis que je fais la même chose dans l'autre ici. Ben, je sais maintenant que si je fais un ping de W10 client B.gabriel.local, je vais envoyer des pings à 192.168.10.107. Et ça, même si cet ordinateur-là viendrait qu'à changer d'adresse IP, tant que je vais utiliser le nom, comme il y a des mises à jour dynamiques de mon DNS, je vais toujours arriver sur la bonne adresse IP. C'est ça l'avantage vraiment de rendre ça dynamique. Ici, si je fais NSLOOKUP de Windows 10 client A.gabriel.local, ben, je vais également avoir la bonne adresse, donc .106, et ça va ainsi de suite. Donc, même si je changeais la carte réseau, j'aurais une adresse IP différente, mais le nom serait toujours associé à la bonne adresse IP. Donc voilà, c'était un laboratoire qui était relativement fastidieux, mais fort intéressant au niveau DNS. J'espère que ça vous aura vraiment appris de quoi, que ça aura approfondi vos connaissances au niveau DNS. Le but, c'est pas que vous soyez des experts, mais seulement d'approfondir vos connaissances. Et en fait, le but, c'est tout simplement que vous deveniez meilleur avec les DNS et avec les serveurs Linux.